Soldat Pierre Rénal, 186e régiment. Soldat Noël Clave, 131e régiment. Soldat Antonin Vacher, 22e régiment. Voici l'histoire d'un jeune homme qui a quitté son cocon familial et par la même occasion son enfance. Il est issu d'une famille nombreuse, comme l'était la plupart au début du XXe siècle. La sienne était composée de sa mère, Célestine, et de ses 5 sœurs aînées, Marguerite, Françoise-Antoinette, Eugénie, Jeanne, Gasparine, et lui, le petit dernier, le gâté. Il n'a pas connu son père, décédé juste avant sa naissance. Sa mère, Célestine, faisait des ménages auprès des familles bourgeoises de la ville et aussi chez les prêtres. Il la payait misérablement. Antonin Vacher, né le 18 août 1898 à Saint-Étienne. Le destin le conduira jusqu'aux portes de l'enfer du fait de son âge, comme toute la génération d'hommes réquisitionnés pour mener le combat contre l'Allemagne lors du conflit de la Grande Guerre. Tout au long de ce livre, mon père parle à la première personne, au nom de son arrière-grand-père, pour s'approcher au mieux de ce qu'il a pu ressentir dans son parcours de jeune soldat. Tout débute en février 1917, un jeudi. Je viens de recevoir une lettre. Un ruban tricolore s'affiche sur le côté de l'enveloppe. J'ai compris tout de suite. Me voilà invité à mon tour à prendre part à cette guerre. Je viens d'avoir à peine 18 ans. Le soir, je sors la lettre déjà froissée d'une poche de mon veston. Après lecture, des pleurs, plutôt des sanglots, ont serré les gorges. Départ d'Antonin. Sur le quai de la gare, nous sommes beaux, vêtus encore de nos habits civils. Les visages se montrent souriants, comme pour rassurer l'entourage. Nous avons pourtant la certitude d'aller vers une guerre cruelle et sanglante. Au fond de moi, je garde des voix muettes pour ne pas éveiller le moindre soupçon de peur. Comme pour me rassurer, je me dis que tout le monde pense de même et que le silence demeure sagesse. À lire les nouvelles, l'armée française et ses alliés font de magnifiques percées dans les lignes Boche. Notre artillerie a une puissance inégalée. L'état-major atteint des sommets dans les techniques et actions militaires. Mais toujours cette même question qui me trotte dans la tête. Cela fait déjà 2 ans que les braves sont partis. Beaucoup ne reviennent toujours pas. Et malheur à tous ceux qui ont rebroussé chemin. J'admire du coin de l'œil les femmes de ma vie. Maman, de temps en temps, s'essuie discrètement le regard, comme si la poussière de la locomotive lui piquait les yeux. Mes sœurs sont toutes là. Elles ont revêtu leur robe du dimanche. Des chants militaires se font entendre. Une Marseillaise très suivie. Un enthousiasme incontrôlé s'échappe des bouches. J'ai des frissons. Quel patriotisme! Soudain, moment tant redouté, le fameux sifflet se fait entendre. Il déchire l'instant intime
entre les hommes et les femmes, entre parents et enfants. Je monte dans un compartiment. Les dernières ombres de mes proches s'évanouissent peu à peu. Une image forte me prend à la gorge. 3 enfants en bas âge caressaient l'air avec leurs menottes innocentes en disant adieu à un proche, peut-être leur père. Équipement et entraînement du soldat. Arrivés à Lyon, on nous fait presser le pas. Le ton a changé, on nous bouscule. Des camions nous attendent au loin. Changement de cadence et de voie. Quelques kilomètres nous séparent encore du camp de base. Nous arrivons à destination dans la soirée. Des bâtiments alignés désignent un camp. Le drapeau tricolore flotte malgré le froid. Et là, on commence par de la paperasse. Nom, prénom, mensuration, poids, vue, oreille. Des vérifications comme au marché Aubestine. Mince, me voilà bien portant. Puis on nous offre gracieusement nos fameuses tenues bleues. 3 culottes neuves. Une ceinture en cuir de couleur marron en poigne ma taille de guêpe. Une longue capote croisée, veste très appréciée durant les premiers froids. Une gourde, et puis le fameux masque à gaz, rangé dans un sachet en jute marron clair. Nous apprenons sa manipulation rapide. Beaucoup d'exercices et surtout le réglage des sangles disposées derrière celui-ci pour éviter que les gaz ne s'infiltrent. Puis le casque Adrien. Sa garniture intérieure en cuir se lasse assez facilement pour épouser le contour de mon crâne. Nous ne ferons qu'un. La panoplie complète du soldat de base ne tarde pas à suivre. Gamelles, ustensiles, lacets de rechange, puis les brodequins. Mon voisin s'est même retrouvé avec 2 chaussures gauches. Autant dire qu'il est parti du mauvais pied. L'après-midi, coiffeur. Pour tondre les moutons, c'est à peu près la même façon de procéder. Nous apprenons le bon comportement militaire, la marche au pas, les changements de direction, mais pas celui de la fuite. Saluer, reconnaître les grades, tenir le garde à vous, toujours la tête droite, les épaules en avant. Bref, rien de très attrayant. Chacun à notre tour, nous subissons des humiliations, juste pour assouvir le fantasme passager de certains gradés. Puis on passe aux choses sérieuses. L'armement. Ça change un homme. Nous faisons connaissance avec notre fusil. Je le dévisage comme un vieil ami. Nous sommes liés. Il vient de Saint-Étienne, tout comme moi. Quelle coïncidence. Une baïonnette pour lui donner une longueur d'avance et un couteau de tranchée pour différents travaux. Nous voilà bien outillés, prêts à en découdre. Et moi, on m'a doté d'une pince pour les barbelés. Dès le lendemain, on nous entraîne à tirer sur des silhouettes de paille. Puis on plonge dans la boue. L'hiver est omniprésent par le froid. Première permission avant le vrai départ. Après 15 jours d'entraînements intensifs, une permission de 3 jours nous est accordée pour la passer en famille. Le chemin inverse sur les rails est beaucoup plus enthousiaste qu'à l'aller. À Lorme, je vois des tanks fabriqués aux aciéries de la marine de Saint-Chamond. Pour les retrouvailles, l'émotion était à son comble. Après le repas, nous allons en famille chez le photographe pour immortaliser l'instant. Mes sœurs rient de mes grimaces. 2 jours plus tard, mon départ accentue un peu plus le trouble naissant en moi. Aujourd'hui, sur ce quai,
Je sais que je quitte définitivement mon nid en direction d'un terrain inconnu et hostile. J'espère revoir de mon vivant, et le plus tôt possible, ces visages qui me manquent déjà. Dans le Grand Nord. Ciel gris, ambiance lourde. Les gradés nous font presser le pas. Nous marchons pendant 2 jours, en cadence, comme un troupeau ordonné. La peur était palpable dans chaque regard, scrutant l'horizon avec méfiance, en direction de l'abattoir. Dans le rang, je suis victime de moqueries à cause de mon aspect maigrichon. Ce grand con de Charles, un Lyonnais, et 2 ou 3 de ses compères m'avaient pris à partie depuis le départ. Ironie du sort ou simple hasard, aucun de ces 2 sales gamins ne vit l'année 18. Mon nom de famille a été maintes fois écorché, sous forme de vache, vachier, et j'en passe. Rien ne m'est épargné. Qu'importe, Vacher, c'est le nom de mes ancêtres. Il m'en en fait donc comme un cadeau. J'aime sa prononciation bien française. Des colonies de voitures et de charrettes nous croisaient. Des croix rouges étaient peintes sur des tissus de bâche. Près d'un cimetière, un camp est dressé, entouré de grosses pierres. Une infirmière fait sécher du linge, tout souillé de rose sang et de gris crasse. Un homme sort de l'infirmerie, la démarche hésitante. Avec beaucoup de délicatesse, elle le prend par le bras. La folie avait pris possession de son âme. A-t-il rencontré le diable là-bas ? En Belgique, dans les tranchées. Des voix enterrées partent dans toutes les directions. C'est une ville millimétrée. La charpente est solide. Un compagnon me dit que cela ressemble à nos mines de charbon. Chaque compagnie va dans la direction indiquée. Moi, je pars sur la droite. La végétation s'estompe, plus un arbre. Des pieux en fer sont érigés en forme de queue de cochon, enchevêtrés dans des longueurs de barbelés qui vibrent sous chaque détonation. Un brancard nous déborde. Toujours avancer, avancer en restant courbés, le plus souvent par petits bonds. Nous voilà comme des garennes. Il faut prendre une attitude animale pour survivre. La faucheuse peut à tout moment nous arracher. Les mitrailleuses tirent au loin. Leurs flammes impressionnantes déchirent l'obscurité. Les douilles chaudes roulent et brûlent des tissus ou des restes, mais de quoi ? Nous devons économiser nos munitions, nos vivres, mais personne n'évoque nos vies. Un boucan infernal, il nous faut courir à travers les obus, à travers les balles qui sifflent, certaines ricochent à proximité. Le ton est donné. Bienvenue en enfer. Personne ne prend le temps de réfléchir. Cela se transformerait en hésitation et pourrait engendrer une mort certaine. Nous reprendrons nos esprits plus tard, si nous survivons. Me voilà couché dans un trou. J'entends des cris, des râles. Mon visage s'est recouvert d'un masque, rouge et cendre. Derrière moi, on me fait signe d'avancer pour laisser place dans ce matelas d'infortune. Des restes humains éparpillés recouvrent le sol. Où est le nord? Où est le sud? Et les Boches? Et notre patrie? Déboussolé, je continue mon parcours du combattant. J'atteins sain et sauf mon poste en seconde ligne. Ce que je viens de traverser n'est rien, juste une mise en bouche. Il faut attendre une brève accalmie pour pouvoir répliquer.
Tout reste en suspens. Il faut le sentir, sortir le bout du fusil à travers une lucarne en forme de meurtrière, viser rapidement pour ne pas offrir une cible trop facile à l'ennemi. Je ne distingue aucune forme humaine en face, et pourtant quelqu'un nous prend à partie. Il faut du temps pour que l'œil puisse distinguer des formes. On les devine. Ma sagesse me dit d'observer les anciens. Leurs gestes sont rapides, la cadence ne baisse pas. Un grand gaillard me fait signe de venir à lui. J'obéis en rampant. Regarde là-bas derrière le soldat mort, celui qui n'a plus de tête. Mon Dieu, c'est parfaitement indescriptible. Des cratères, des volcans où le sang remplaçait la lave. On ne peut pas s'imaginer tout ce qui peut couler d'un corps. Je perçois mon premier Boche, bien vivant, en chair et en os. Je le mets en joue, et le coup de feu part subitement. Sur le moment, j'ai dû fermer les yeux. Impossible de connaître avec exactitude la trajectoire de ma balle, une vraie balle perdue. La tremblote ne me quitte pas, peur de mal faire envers les autres, la trouille de la mort, la mienne ou celle que je risquais de donner. Je ne suis pas un assassin, et pourtant, il faudra le devenir. Ma cible bouge encore. Le temps que je me retourne dans la tranchée pour réarmer, et l'endroit a complètement disparu sous une gerbe de boue. C'en est fini de mon premier allemand. Quelle barbarie! Quelle barbarie! Ce sont les premiers mots qui s'échappent de ma bouche. Je me sens blessé, très grièvement, mais la plaie est si intérieure que personne n'y fait attention. Mon cœur est souillé, mon âme vient d'être jetée aux flammes de l'enfer. Je ne suis pas sûr de pouvoir guérir un jour de cette journée. Pendant ce temps, au pays, la correspondance. Pendant ce temps, nos campagnes se vident. Toutes les générations se sont rassemblées pour en découdre. Cet hiver a décimé des familles complètes. Il n'y a plus grand monde pour travailler la terre. Les veuves mènent plusieurs fronts à la fois. Les orphelins meurent eux aussi. La famine persiste. Mes compagnons lisent leur courrier personnel. Beaucoup pleurent et je les comprends. Certains reniflent des lettres imbibées de parfum. Beaucoup de ces braves sont pères de famille. Cela doit être terrible de ne pouvoir serrer ses enfants contre soi pour leur souhaiter une bonne nuit. Des compagnons me demandent de m'occuper de leur propre correspondance. Oui, cela resserre les liens. Les lettres se croisent, beaucoup chargées d'espoir, de rêves et porteuses d'un futur. Les correspondances militaires, elles, sont lentes. Le cachet de la poste indique que parfois, entre les dates d'envoi et la lecture, il y a plus d'un mois. Aussi, il arrive que des familles reçoivent une lettre de leur fils indiquant qu'il se porte bien, que le moral est bon, alors que le malheureux est tombé au combat depuis quelques jours. Une offensive héroïque. La trêve fut de courte durée. On dirait que le vrai baptême du feu est pour aujourd'hui. Nous donnerons une offensive vers 14 heures. Par gentillesse, ou peut-être pour une autre raison, on nous offre à tous, et sans jalousie, un verre de gnôle. Elle est forte et mauvaise, un vrai torboyau. L'alcool me monte vite à la tête et commence à me chauffer le visage. D'ailleurs, je ne sens déjà plus ma mâchoire. Chaque homme crie à sa manière, comme une bête apeurée. J'en fais autant. Le diable ouvre ses portes. Toutes les ombres s'engouffrent dans un épais nuage de poussière. La confusion la plus totale règne dans ce décor. Comme c'est curieux. Mon regard vacille de droite et de gauche.
toujours en courant vers l'avant. Il ne faut pas se coucher. Non, autant mourir debout. Le mot d'ordre est « avancer ». Personne ne rechigne, et déjà des hommes tombent de tout leur poids dans des cratères immondes. Des cris, des plaintes, des pleurs, puis un fracas terrible, tout s'émiette. Mes jambes sont encore engourdies. Elles ne m'obéissent pas vraiment. Les effets de l'eau-de-vie sont encore perceptibles. C'est confus en moi, car la peur du grand saut dans le vide me ronge l'esprit. L'instinct de survie prend rapidement le dessus. Je viens de trébucher sur quelque chose dans la précipitation. Je continue, tant bien que mal, ma démarche effrénée, à quatre pattes, comme un jeune enfant pas encore bipède. Je me réfugie contre deux camarades, juste derrière un monticule de je ne sais quoi. Je leur crie aux oreilles en leur demandant quelle attitude prendre à cet instant, mais aucun d'eux ne me répond. Alors, en observant d'un peu plus près, j'ai malheureusement compris qu'ils étaient morts, tous les deux. Je viens de toucher la mort pour la première fois. Nous n'avons pas tous la même chance face à notre destin. Il faudra pourtant s'en accommoder. Des sifflets nous commandent de revenir sur nos positions initiales. Ce fut une sortie courte et sans succès. Le chemin du retour est très périlleux. Une toute autre tranchée vient de se creuser, celle des vivants et des souvenirs. Nous ne sommes pas aussi nombreux que la veille. Les regards sont vides et blancs. L'atmosphère reste calme pour se remettre péniblement de ces émotions cruelles et intenses. Personne ne croise le regard de l'autre. Chacun est conscient d'avoir survécu une journée de plus. La désolation s'étend sur tous les visages, tous creusés, comme si un violent coup de vieux était venu se loger sur nos joues. Mon voisin pleure discrètement. La poussière vient de le dénoncer, car des traînées le maquillent sous les yeux. Face à ce genre de tragédie, il n'y a pas d'âge pour pleurer. Et finalement, on reste bien seul dans notre détresse. Je ne sais toujours pas à quoi cette sortie héroïque a servi. Peut-être juste à combler un temps trop long de répit. La guerre est une pure connerie. La guerre, c'est une pure connerie. Mort du chien. Une image effroyable me hantera tout le reste de mon existence. Alors que le jour pointait sous un soleil maussade, entre des nuages lourds et éparpillés, un chien, maigre, errait seul, entre les lignes, sans maître, vous l'imaginez. Il avançait maladroitement parmi les morts. Son pelage semblait traîner toutes les taches que cette maudite guerre avait provoquées. Il ressemblait à un paillasson sale sur lequel le diable aurait essuyé allègrement ses sabots. La brave bête ne demandait rien à personne. Pourtant, j'ai été le seul à siffler dans sa direction pour le mettre à l'abri. Si j'avais eu le temps, je lui aurais offert un morceau de pain pour lui donner force et courage, pour partager un instant amical et sentir son pelage recouvrant ses côtes. Des coups de feu ont commencé à claquer à proximité du vagabond. Cela devait amuser les poilus comme dans une cour de récréation. Certes, il nous manque de l'animation. Alors les Boches en firent autant de leur côté, pour montrer une certaine virilité. Même les Bleus tiraient. Je criais de toutes mes forces « Arrêtez, bande de cons !» J'ai pleuré, sans honte, priant de toutes mes forces pour que ce compagnon d'infortune puisse s'enfuir loin, sain et sauf. Mais pas de miracle non plus pour les animaux. Une balle, plus fourbe, avait percé la carcasse de ce petit poilu.
Vision d'Apocalypse. Champ de vision macabre. Une prairie fume encore. Les cercueils sont tous à ciel ouvert. Des échines de bêtes éparpillées de toutes parts. Désarroi, incompréhension, les râles interminables des malheureux agonisants font place au silence. Je sanglote, sans même m'en apercevoir. Tout est poussière. Une voiture est renversée, tous les occupants sont carbonisés. La mort laisse emporter les corps dans des tourbillons, desquels une odeur immonde s'en échappe. Bouche bée, hagard face à une telle impuissance, je m'approche doucement vers une jument. Elle souffre elle aussi, pauvre bête. Je pose la main droite sur sa toison pelée. Je tente de l'accompagner jusqu'à son dernier souffle. Son œil noir est ouvert et me fixe. Je crois qu'elle galope déjà dans des songes, avec un dernier grincement de dents. La nature et la tentation de s'enfuir. Nous traversons des bois encore intacts. L'endroit reste épargné. Les arbres se dressent à perte de vue. Ça sent bon le sapin humide. La sève s'évapore dans un baume extraordinaire. Mes narines s'excitent dans le moindre frémissement de branches. On perçoit un chant de coucou. J'aimerais poser toute ma panoplie à terre, courir et déserter ce chemin, m'éloigner en m'enfonçant dans le corps de cette verdure. Oh oui, j'y ai songé, je l'avoue. Cela m'a traversé l'esprit plusieurs fois, mais je n'ai pas trouvé le courage. Cette arrogance de fuir, d'abandonner mes camarades. Ma dignité me préserve de ce genre de défaite. Il faut que je termine mon triste labeur. Par endroits, la brise fait frémir les feuilles. L'air chaud s'engouffre dans des gorges asséchées d'été. En face, le vent chasse les hautes herbes, exactement comme le ferait un troupeau de brebis à l'approche d'un orage. Comme pour rincer l'atmosphère, une petite pluie fine prend place en ce décor. Le soir commençait à tomber. Par chance, le capitaine nous donne l'ordre d'arrêter notre marche en nous indiquant la position d'une bergerie abandonnée. Nous y pénétrons en accélérant le pas. Question de nous maintenir un peu plus au sec. Nous avons eu beaucoup de chance cette fois-là, car les autres compagnies dormiront, elles, à la belle étoile. Que de bestioles. Toutes les lignes téléphoniques sont hors service. Les derniers bombardements ont coupé court aux communications. Ah, maudite artillerie Boche! Nous voilà isolés du monde. 3 pigeons, guère dodus, restent les seuls capables de faire la jonction avec l'arrière. 3 malheureux messagers pris dans l'engrenage. Ils sont blottis les uns contre les autres dans une cage étroite en bois de vigne. Parfois, leur roucoulement s'en échappe. Comment peut-on chanter l'amour dans ce lieu? La pluie déferle sur leur plumage, mais cela n'a pas l'air de les déranger plus que ça. Ils rentrent leur tête sous leurs ailes. Cela fait 2 jours que nous chassons ces putains de rats. Ils ont la fâcheuse habitude de tenter de nous piller. Nous n'avons que la peau sur les os, nous faisons peur à voir.
Ma parole, ils nous prennent pour des gardes-manger ambulants. Contre les poux, c'est tout autre chose. Ils grouillent sans arrêt sur nos têtes. On les voit sauter aussi un peu partout. Ils descendent dans nos cils. Et que dire aussi dans nos moustaches? Si nous nous coupons les cheveux, ils reviennent aussitôt. C'est un fléau qui nous colle à la peau. La première chose que certains font quand ils se retrouvent à l'arrière, c'est de chercher les bordels. Pauvre femme, comme je l'ai plaint, ce travail est ingrat, à la chaîne, tout le monde a la queue leu-leu. La première femme qui m'ouvre sa porte se prénommait Janine. De suite, elle perçoit mon inexpérience et les sourires amusés des copains derrière moi. Rentre, mon lapin, tu vas attraper froid. Elle fait claquer la porte. Je ne savais pas trop comment me tenir à ce moment-là. Heureusement, de ses mains expertes et de sa voix envoûtante, elle me met en condition assez rapidement. La charpente du lit grince autant que le plancher, maculé de taches. Les draps poisseux, humidifiés de diverses sueurs, se perdent dans une noirceur de crasse. Parfois, Janine vaporise dans l'atmosphère confinée un parfum à l'eau de rose. Ma prestation fut brève et sans bavure, mais elle a eu le mérite de me faire connaître une expérience exceptionnelle. Dès cet instant, j'ai cru être un homme accompli. Le grand Marcel. C'est un gaillard fin, à la peau pâle, taillé un peu comme une baïonnette. Il porte une moustache assez fine qu'il maintient toujours aiguisée. Plus âgé que les autres, il prend grand soin de son entourage. Ce personnage m'attire. Peut-être que l'absence de mon père en a la raison. Sans le vouloir, il doit combler ce vide. Je me sens bien en sa compagnie. Il ressemble à un pilote de biplan, un de ces célèbres as que l'on voit parfois sur des photos, eux qui sillonnent souvent l'espace qui nous sépare du paradis. Tout ce qui sort de sa bouche sonne d'une justesse presque parfaite. Il est volontaire. Il fait son devoir. C'est une tête pensante, et Dieu sait qu'elles sont rares en ce bas monde. Un accent prononcé dénonce sa provenance. Un gone de lion, un pur, un vrai. Et comme il ne parle jamais de lui, il demeure un mystère parmi tant d'autres. En secret, il transporte toujours avec lui un petit pot en terre cuite. Jalousement, il conserve des brindilles de muguet qu'il avait cueillies dans un petit bois au mois de mai. D'ailleurs, cette année, quand son précieux trésor a éclos un beau matin, tous les gars ont pu profiter de ce magnifique parfum angélique. Chacun un instant a pioché dans sa mémoire un vague souvenir de bonheur. Il disait toujours qu'il tenait autant à ce pot qu'à la prunelle de ses yeux. Si vous voyiez avec quelle délicatesse il prend grand soin de son muguet, en le disposant à l'ombre les jours de grande chaleur, en l'arrosant régulièrement pour qu'il ne s'assèche pas. Marcel possède une bonne poigne. Quand il me comprime la main, je serre les dents en même temps pour faire le dur. Je me suis naturellement rapprochée de ce personnage. En discutant, j'ai appris sans être réellement surpris qu'il était maître d'école sur les hauteurs de son quartier d'enfance qu'il n'avait jamais quitté. La relève. J'aperçois déjà les premiers visages juvéniles arriver. Ils ont à peu près mon âge, à quelques mois près. Je me sens si vieux. Est-ce à cause de la crasse ou de mes poils au menton?
Ils ressemblent à des enfants, on dirait une classe de culottes courtes qui vient nous rendre visite. J'éprouve de la pitié. Chaque compagnon ressent la même chose. Quelle injustice! Nous avons peu de temps pour leur expliquer les bonnes tenues à prendre, car nous sommes tellement pressés de quitter l'endroit. Nous voudrions voir ou entrevoir un bout de verdure, sentir une fleur ou un parfum subtil, loin de la puanteur des corps qui pourrissent à nos côtés. Oublier, oublier. Des visions horribles nous hantent. Nos âmes sont maudites. Un mal poignant nous habite. Je ne suis pas fou, je crois, mais je n'en suis plus vraiment sûre. Nous avons appris, quelques jours plus tard, avec dégoût, que nos vaillants petits piou-piou avaient subi la foudre. Les Allemands avaient changé la position de leurs canons et les avaient mis en joue. Pas un n'a survécu, pas un. Un désastre atroce. Leurs corps ont été engloutis sous la terre. La seule chose que nous espérons est que la souffrance les ait épargnés. Et dire que quelques instants plus tôt, nous étions à leur place. Des rituels avant la bataille. Avant chaque bataille, comme un geste solennel, on étreint les copains pour s'octroyer leurs souvenirs. Instant précieux, les yeux gonflés, le cœur lourd. Je n'embrasse pas le drapeau, mais certains le font, pour saluer avec émotion les couleurs de la patrie. Les gars les plus croyants dissimulent en leurs poings fermés des chapelets. Les prières silencieuses se lisent au coin des lèvres. Chacun se remémore à sa manière le temps jadis. Chacun se distingue et se marque aux cieux par quelques signes de croix. Au coup de sifflet, nous grimpons à toute vitesse sur nos échelles. Nous crions pour nous encourager, pour faire peur. C'est le cri de la hargne. Ce sont nos instincts qui ressurgissent. Nous ne sommes que des bêtes assoiffées de revanche. La vengeance nous anime. Nous courons à la rencontre de nos destins. Adieu, mon Jeannot. Mon Jeannot, légèrement décroché en contrebas de la pente, court vers l'inconnu. Puis, en une fraction de seconde, je le vois se débattre, impuissant comme un beau diable, tout à la renverse. Il est touché, mais je ne sais pas où. Sans crier, sans même paniquer, sa main droite désarmée est trop courte pour atteindre son fusil. Son regard prolonge son mouvement. Il le fixe avec une envie dévorante. C'est l'espoir qui pourrait retarder son sursis. Accroché comme un linge souillé dans les barbelés, il se sait condamné à subir son tragique destin. Tout est tracé, tout est écrit. Pourtant, ce matin, le gaillard a pris un déjeuner fort copieux, un café sucré, 2 tartines et sa petite eau-de-vie pour arroser à outrance cette pore toujours plus lourde, écrasante et aussi étouffante dans les esprits. Oh, il a essayé tant bien que mal de se dégager, mais à cet instant crucial, résigné, il accepte. Là, il espère simplement que la mort va le prendre brutalement, sans douleur et sans conscience. Dans ses pensées, il relit en boucle la dernière lettre qu'il a écrite à sa mère.
pour la rassurer, avec des mots doux et pleins de tendresse pour la rassurer. La guerre, un sport de riches. Sur le chemin qui nous mène en direction de l'Aisne, près de Soissons, Marcel a dit La guerre est un sport de riches. « Nous sommes les esclaves qui courent. Eux, assis dans leur fauteuil bien rembourrés, parient sur nos sorts. Leurs initiatives, appelées innovation de l'armement, semblent toujours de plus en plus démesurées. Pas étonnant qu'avant chaque offensive préparée, les hauts gradés parient sur nous en pourcentage de perte. C'est beaucoup moins cruel à leurs yeux que d'évoquer les êtres humains. Ils se paient même le droit de protéger leurs enfants en leur donnant certaines distinctions ou grades. Certains deviennent des as à bord de leurs avions. Je doute qu'un jour nous voyions voler un fils de paysan. René, d'habitude discret, affirme avec une voix grossie par le remords. La guerre profite aux politiciens, ces salauds. Ils ne sont pas concernés directement par les faits du front, ces gens-là. Leurs préoccupations principales sont basées sur Paris et la préservation de leurs capitaux. Ils préservent leur descendance. De la nôtre, rien à foutre. Nous n'en aurons pas de toute façon. Cela sera bien plus facile de gouverner un pays composé principalement de femmes. Elles n'ont jamais eu leur mot à dire. Et si finalement la guerre ne profitait qu'aux militaires de métier pour justifier leur présence ? Réaction étonnante qui oriente le débat dans une toute autre direction. Oui, et les généraux prendraient des grades au passage. Et le salaire qui va avec, bien sûr. Maintenant que la machine est lancée à toute vapeur, plus personne n'est capable de l'enrayer. Alors, on fait appel aux volontaires. Et comme ils ne sont plus assez nombreux, on appelle les jeunes gens par obligation. Et là, Marcel, avec sa grande justesse, répond. Vous êtes une génération de la mauvaise pioche. Réplique spontanée d'un brancardier assis sur une caisse. La vache, pourquoi nous ? La mort de Marcel. Une nouvelle, la pire. Mon Marcel. L'annonce brutale de sa perte m'a noué la gorge. Je vomis tout, liquide, solide, et sûrement mon âme. Jamais je n'oublierai cette annonce tragique. Ce que j'ai pu pleurer. Les copains ont bien essayé de me consoler, en vain. Rien n'y a fait. Me voilà orphelin de la personne la plus proche au front. Nous l'avons enterré au bout de 2 jours avec les autres. Je me suis vraiment appliquée pour faire sa croix. J'ai gravé son nom. Les camarades sont venus me chercher pour le repas du soir, me trouvant assis près de son tas de terre, en train de lui raconter des mots insensés. Je venais juste de terminer de planter son muguet. J'ignore si ces brins ont pris racine, si les mois de mai sont étrangement fleuris de clochettes à cet endroit précis, sur ce monticule parmi tant d'autres. Je n'ai pas eu l'occasion de revenir me recueillir devant sa dépouille, avec grand regret. Mais je sais qu'il est par là-bas, mon Marcel. Il venait de la Croix-Rousse, un quartier de Lyon. Sans jamais voir ce lieu, je peux affirmer avec certitude que je le connais comme ma poche. Un vrai gogne. Un papillon blanc. Par un après-midi calme et silencieux, juste après une sieste apaisante,
Mon regard s'est fixé sur nulle part. C'est là qu'un papillon blanc aux ailes presque transparentes m'est apparu. Une simple pierrite de chou, me direz-vous. Oui, mais cette blancheur fragile dissipe quelques émois en mon esprit bien obscurci ces derniers jours. Un ange n'aurait pas fait mieux, comme un signe évaporé du paradis, de ce quelque part que j'essaie d'imaginer. Par ce vol inattendu, mon Marcel et les autres me diraient-ils bonjour? L'imagination a vraiment du bon. Le général grassouillait. Nous avons la visite d'un général bien grassouillet. Lui ne doit pas être au courant des années de disette. Il pèse bien 3 gars de la compagnie à lui tout seul. Il me dégoûte, ce gros cochon, par sa suffisance et ses gestes qui sentent la sueur. Un bout de gras de son bedon dégueule de son veston. Les boutons peuvent lâcher à tout moment sous la pression de sa respiration. De toute façon, il est inutile que je peste plus. Je n'ai pas le courage de lui dire en face mes pensées. Impunément, il se présente devant nous, l'air de rien. Beaucoup de dérangements pour pas grand-chose. Le seul avantage notable a été le passage d'un seau d'eau pour nous débarbouiller, nous délester des couches de crasse. La guerre nous creuse et nous vieillit chaque jour. Nos traits de visage sont tirés jusqu'à la caricature. Mais où sont donc passés les enfants que nous étions? La vision d'une maman. Dans une lettre, maman me décrit avec délicatesse un de ses rêves. En 2 pages, voici ce que sa conscience lui aurait chuchoté à l'oreille. La guerre va bientôt se terminer. Tu vas survivre. Tu vas revenir près de moi, sain et sauf. Mais reste quand même prudent, des fois que... Des petites taches essuyées soigneusement dénoncent l'émotion avec laquelle elles ont été déposées. Je l'imagine ce soir-là, assise dans la pièce à vivre auprès de la lampe à l'huile qui a noirci un peu le plafond. Je la vois, sur une chaise de mauvaise assise, une de celles ornées de petites fleurs sur le dossier, penchée au-dessus de ses confidences, à l'égard des regards indiscrets de mes sœurs. J'aimerais tant qu'elle ait raison. Tuer un homme. Le corps à corps est une danse macabre où chacun empoigne l'ombre devant lui. Les sacs de paille lors de l'instruction ne se défendaient pas. La baïonnette s'y enfonçait sans résistance. Malgré moi, j'ai eu à maintes reprises le malheur de participer à ce bal des pas perdus. Je n'en suis pas fier, mais j'ai survécu. Mon imprévisibilité y est pour quelque chose, et aussi mon agilité hors du commun. En plus, une grosse part de chance est venue mettre son grain de sel. J'aime à dire qu'avec un physique guère imposant, mes adversaires m'ont sous-estimé. Ils sont tombés sur un os. Cette expression a bien fait rire les copains. Voir mourir un homme par sa main est une chose bien horrible. Son dernier regard, son dernier souffle,
sa dernière prière vous marque. Il y a tant d'horreurs qui jonchent notre parcours. Mais l'instinct de survie passe au-dessus de tout cela. Je suis blessé, mais de l'intérieur. Les gaz. Les gaz envahissent l'atmosphère ambiante. Les Allemands ont la fâcheuse habitude d'en répandre à tout vent. Nous voilà pris sous des nuages de poussière jaune. Les masques sont posés sur les visages. La chose la plus sage qui nous reste à faire, c'est d'attendre que cet orage toxique s'estompe. Tous les gars sont terrés en leur trou. Mon regard se hisse sur les hauteurs de la tranchée. La cage de nos pigeons messagers vacille. Je les regarde, impuissants, agoniser en silence. Rien n'est prévu pour ces porteurs d'espoir. D'ailleurs, personne ne prête attention à leur existence. Désespérés, je les vois partir dans un autre monde. Un dernier sursaut de plumes, une dernière bouffée d'air alourdi, puis brutalement plus rien. 2 boules de plumes gisent au fond de la cage, comme un tapis angélique. Nous avions 3 pigeons ce matin, être très précieux pour la communication. Un volatile a emporté avec lui tous nos espoirs, mais les 2 autres malheureux ont suffoqué dans l'épais brouillard. Personne n'a pris soin de leur ouvrir la cage, chaque soldat s'empressant de mettre son masque, moi aussi. Comment allons-nous faire maintenant pour annoncer à l'artillerie nos positions ? C'est bientôt fini, parole d'un capitaine. Il fait très froid. Les premières gelées de l'hiver blanchissent les alentours. Engourdi, je prends position près d'un feu. Je me tapote les bras pour me donner un peu de chaleur. C'est à ce moment que le capitaine vient à ma rencontre. Tu es bien matinal, Vacher. Oui, mon capitaine. Je suis impressionnée qu'il connaisse mon nom. Ne t'inquiète pas, va, c'est bientôt fini. Êtes-vous sûr, mon capitaine? Oui, les Boches sont à l'agonie. C'est pour cela qu'ils nous lancent leur merde de gaz. À chaque fois, ce sont leurs derniers espoirs qui partent en fumée. Mais nous manquons de tout. Plains-toi, petit. Tu as encore tes 2 jambes. « 1er novembre 1918, à Vouziers, Antonin blessé. Le capitaine a pris de l'avance sur nous en se mettant en danger. 3 Boches déboulent derrière une murette de débris. Je mets en joue le plus proche qui, sous mon tir, s'effondre en contrebas du chemin en pente. Réflexe, sens du devoir, naturellement je m'interpose entre le capitaine et les 2 autres Boches, car je ne disposais pas assez de temps pour recharger mon fusil. Et là, le trou noir. Je suis touchée sur la partie haute de mon corps. Une douleur intense me secoue. Je tombe de tout mon poids, le souffle coupé. J'ignore quelle attitude il faut prendre. Je me roule sur moi-même comme un ver de terre dans une paume de main. Est-ce que mourir ressemble à ça? Des ombres accourent dans ma direction. Ce sont mes derniers souvenirs. Fin de la guerre, décoration d'Antonin. Lundi 11 novembre 1918. Toujours couché dans mon lit. J'attends, comme tout le monde, 11 heures. Les cloches
muette depuis si longtemps, résonne de nouveau. Les gens tout autour fraternisent, s'embrassent, des cris de joie, des pleurs indéfinissables. La Marseillaise des vainqueurs retentit. Pris d'une émotion intense, mes sanglots ruissellent. J'en ai la moustache complètement imbibée. C'est la fin. Il me faut quand même un bon moment pour en être persuadé. Le petit Paul a survécu. Il est le premier à venir me voir à l'hôpital quelques jours plus tard. Alors, Tonin, tu te la passes bonne, mon cochon? Tu peux pas savoir, toute la troupe parle de toi. Ah oui? Et pourquoi? Tu vas être décoré. En quel honneur? T'es un héros, le capitaine t'a cité. Il a fallu que je me remémore tous les éléments encore flous dans mon esprit. T'as été gonflé de te mettre entre les Boches et le capitaine. Il sort de sa musette une bouteille de bière allemande. Nous avons trinqué pour la victoire. Le recueillement, une nécessité. 100 ans se sont écoulés depuis cet armistice. Ce siècle, dans sa course effrénée, efface trop vite l'histoire des hommes. Les mémoires s'essoufflent, s'estompent, s'engouffrent dans le trou noir de l'anonymat. Moi, je pense que les souvenirs appartiennent à ceux qui s'en donnent la peine. Aussi, chaque année à la Toussaint, je viens me recueillir sur la petite tombe discrète de mes ancêtres. Une pierre tombale ordinaire se dresse sur les hauteurs du cimetière Montmartre de Saint-Étienne. Une liste de noms défile. En bas, Antonin y apparaît. Papa se devait d'écrire l'histoire de son arrière-grand-père. C'est d'une certaine manière un acte de résistance face au temps. Il lui manquait beaucoup d'éléments pour être fidèle à son parcours, mais avec le cœur et quelques témoignages familiaux, il a pu remonter le temps. Il a eu la chance extraordinaire de pouvoir côtoyer son arrière-grand-père pendant 6 années. Il sait qu'il aimait particulièrement faire partager quelques anecdotes de ce passé profond. Merci beaucoup. Je vais demander à Olivier Vacher, arrière-petit-fils d'Antonin, si tu veux bien, Olivier, nous rejoindre. Donc Olivier est l'auteur du livre « Me reviendras-tu, mon Antonin ?» Alors après quelques mots, Olivier dédicacera dans le hall son ouvrage. Alors il est venu quelques merci, le temps des merci. Alors merci Antonin et Paul, qui sont les fils d'Olivier. Bien sûr, merci au public qui, malgré les conditions climatiques et surtout démocratiques, sont quand même venus. Il y a beaucoup de personnes qui ont été empêchées, on le regrette, mais c'est ainsi. Alors merci pour M. Reynaud, maire de Saint-Chamond, merci de votre présence. Merci, ça nous fait du bien d'avoir le maire dans ces moments. Merci à vous. Merci à M. Triolier, je crois, que j'ai vu ce qu'il voulait. Ah pardon, excusez-moi. Donc merci à M. Triolier qui est l'élu, qui a organisé toutes les manifestations nombreuses pour le 11 novembre, autour du 11 novembre.
Je voulais aussi faire un clin d'œil à Madame Forest qui a fait un gros travail, bien sûr, et son équipe, pour les journées du patrimoine où il y a eu, vous êtes venus nombreux pour la reconstitution d'une tranchée, et puis plein de choses autour des événements, enfin de la guerre de 14-18. Donc merci aussi à toute la municipalité d'avoir travaillé pour la communication, par entre autres une plaquette. Voilà, merci à vous tous. Alors, merci, je voulais faire un merci à Lionel Tavernier, qui est le directeur de la MJC, et Pierre-François, qui est le président de la MJC. Alors, à titre personnel, je les remercie de m'avoir autorisé à créer un atelier des mots dans cette MJC, qui nous permet de faire un beau travail autour des livres, de la poésie, de la lecture, tout ça. Alors, merci. Oui, je voulais dire qu'avec eux, donc avec Lionel, et notre président, la MJC répond présente dans la vie citoyenne et culturelle de notre ville. Je voulais remercier toute l'équipe de la MJC. Il y a une ambiance vraiment sympa dans cette MJC. C'est un plaisir d'y travailler. Merci à Thomas. Je ne sais pas où il est, notre Thomas. Il est caché. Alors, il est caché. Alors, Thomas a fait un travail formidable de lumière, de photos, enfin, voilà. Un petit merci à David, qui est aussi de la MJC, qui a fait un travail formidable pour toutes nos affiches qui sont très très belles. Un merci à Ryan qui il est là, qui a fait des photos, qui va nous faire un travail autour des photos. Je voulais remercier Jeanne Sylvestre et Jean-Loup Vivier qui sont venus à nos répétitions, qui nous ont fait part de ce qui n'allait pas, ce qui allait ou ce qui n'allait pas. Voilà. Alors, pendant les merci, je vais remercier Gauthier Marchado, qui est metteur en scène, comédien. Il est dans la salle. Alors lui, on le remercie parce que depuis des années, il nous aide à lire, il nous aide avec lui, on a progressé, et puis il est toujours présent. C'est un garçon formidable, vous pouvez l'applaudir. Je crois qu'Olivier, à ce moment, tu voulais dire quelque chose. Merci Jean-Marc. Donc déjà, merci beaucoup de votre présence. Je suis très ému forcément aujourd'hui. Je ne vais pas être très galant, mais je remercie mon Jean-Marc parce que c'est à cause de lui qu'il y a des événements comme ça qui se passent à Saint-Chamond. Merci beaucoup. Pourquoi pas remercier nos chères amies lectrices, ces émotions, le travail qu'elles ont passé. C'est facile d'écrire, mais de le dire. Merci. Donc je remercie Roland, Clara, Anne, Solange et Liliane. Voilà. C'est que du bonheur. Voilà. Je voulais remercier donc, il faut aussi remercier Nat qui va participer à la prochaine lecture au lycée de la Grande-Grange. Elle a travaillé. merci. C'est tout le monde, quoi. Je vais encore remercier Lionel Tavernier, le directeur de la MJC. Parce que franchement, je ne suis pas qu'un directeur, il a un gros cœur. Et merci beaucoup pour tout ce qu'il a fait. Et enfin, pour faire simple, je vais remercier Antonin et Paul, qui ont écouté leur papa avec justesse et sagesse, et pour leur participation. Merci à tous. Alors, juste avant de se quitter, le collectif là, on a travaillé, on a une idée, plutôt que de faire une minute de silence pour rendre hommage, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Et puis, alors, nous allons, à notre façon, nous allons rendre hommage aux poilus de 14-18 qui ont connu l'horreur des combats. Nous allons rendre hommage aux fusillés pour l'exemple. Nous allons rendre hommage à tous les combattants de tous les pays, les pays engagés dans ce conflit. Et puis nous allons rendre hommage à ces millions de femmes. On les oublie souvent dans les cérémonies du 11 novembre. À ces millions de femmes, elles aussi engagées dans cette guerre. Elles ont joué un rôle déterminant après le départ des hommes au front. Elles ont remplacé à l'arrière, elles les ont oui, qui étaient partis à l'arrière. Non, elles les ont remplacés à l'arrière, excusez-moi. Ces femmes étaient présentes dans les champs, dans nos campagnes.
dans les usines, dans les hôpitaux. Alors pour tous ces gens-là, 30 secondes, on peut les applaudir. Merci. Voilà, merci beaucoup. C'est une belle aventure. C'est vrai. Désolé pour le temps que Faut pas être désolé, ça nous a fait plaisir. Ah, ça nous a fait des émotions. Bonne expérience. Ah ouais, c'est beaucoup. Bonne expérience. Vous aviez travaillé une bonne idée. Bon, on va peut-être une autre. On espère.